que les Français sont sidérés et bouleversés après la mort d'Elias, 14 ans, mortellement poignardé, alors que l'on souhaitait lui dérober son téléphone portable. Le profil des suspects présumés, 17 ans et 16 ans, déjà interpellés dans une affaire de vol avec violence en octobre dernier, relance le débat sur l'hyperviolence des mineurs. Comment expliquer une telle violence? Faut-il revoir la façon dont fonctionne la justice des mineurs? On en parle avec nos invités. Bonsoir Alain Boer. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, professeur de criminologie, auteur du livre « La conquête de l'Ouest, la vérité sur les migrations » aux éditions Fayard, chose vue. Je montre votre livre. Bonsoir Néla Latrousse. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, chef du service politique de BFM TV. Et bonsoir Jean-Marie Villain. Bonsoir. Merci d'être avec nous, maire les centristes de Viry-Châtillon. Vous nous direz dans un instant si ce drame vous rappelle ce qui était arrivé au jeune Chemseddine, 15 ans, qui avait été roué de coups et battu à mort devant son établissement scolaire dans votre ville, à Viry-Châtillon. Je commence avec vous, Alain Boer. D'abord sur ce qui frappe tout le monde dans le cadre de ce drame. Bien évidemment les circonstances. Un jeune garçon qui sortait de son entraînement de football à 20h à Paris dans le 14e arrondissement, poignardé à mort. Bien évidemment le profil des suspects interpellés, 16 ans, 17 ans, déjà connus des services de police, de justice. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. D'abord, il y a le nombre de mineurs mis en cause pour des actes violents, de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Je rappelle que la moitié des auteurs présumés de tentatives d'attentats terroristes durant l'année 2024 sont des mineurs inconnus des services. Pour ne prendre que le haut du spectre, comme on dit. 180 000 mineurs mis en cause l'année dernière, parmi lesquels un nombre relativement important pour des affaires de violence sexuelle, d'homicide, de tentative d'homicide ou de règlement de compte, donc un problème de masse, de gestion d'une masse très importante de jeunes gens, et face à cela, une justice dépassée, démoralisée, qui subit réforme sur réforme, avec trois problèmes majeurs: le problème de la prévention, totalement abandonnée, le problème de la poursuite, qui est géré par des injonctions contradictoires entre faut poursuivre, faut pas poursuivre, faut alterner la poursuite, puis alterner la punition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et puis une justice lente, alors qui n'est pas laxiste, contrairement à ce qu'on dit. On n'a jamais eu autant de gens en prison pour des peines qui n'ont jamais été aussi importantes, et avec des jeunes gens condamnés qui n'ont jamais été aussi jeunes, mais elle est d'une lenteur, parce que le dispositif de procédure qui est mis en place est un dispositif qui vise à évacuer la réponse rapide, qui vise à interdire ou à supprimer l'échelle de progression de la violence, où la prison n'est pas la réponse à tout, mais elle n'est pas la réponse à rien non plus. Et donc, pour des raisons idéologiques, doctrinaires et de dénuement total du système, préventif comme répressif, on est face à ce problème qui n'est pas nouveau. Alors, je sais que vous allez me dire, mais oui, bien sûr, vous allez nous refaire l'histoire, ou le relativisme, m'a dit quelqu'un sur une autre chaîne il n'y a pas longtemps, mais l'histoire est l'histoire, et donc le surinage, les Apaches, il y a 100 ans, c'était un cycle de violence terrible sur lequel l'État, la République a agi en intervenant sur la prévention, la dissuasion, la sanction. Nous sommes dans un retour de cycle extrêmement brutal depuis 10 ans, sur lequel on vient de découvrir subitement que le narcotrafic, ça existait. Il a fallu une commission d'enquête l'année dernière, en 2024, pour expliquer ce que nous voyons tous et que nous expliquons tous depuis 10 ou 15 ans. Eh bien, nous sommes face à ce problème qui est 1, le grand réveil, 2, la stupéfaction, 3, l'horreur pour les familles et les victimes, c'est quand même un sujet terrifiant. Mais juste Alain Boer. Et donc 4, une sorte de rattrapage généralisé sur maintenant on va essayer de faire ce qu'on aurait dû faire depuis 20 ans. Et on va parler bien évidemment des solutions. Je vous donne la parole dans un instant, Jean-Marie Villain, mais juste pour qu'on soit d'accord sur les faits et le constat. Sur, est-ce que, au fond, les jeunes sont de plus en plus violents? Est-ce que... Non, ils le sont redevenus. Ils ne sont pas de plus en plus, mais il y a eu une inversion du cycle où ça s'est effondré, parce que la société avait agi, parce qu'on avait la civilisation des mœurs, parce que l'État existait, que les institutions existaient, que les intermédiaires existaient, famille, société, religion, clubs sportifs, élus locaux, tout ce que vous voulez. Et parce que le chiffre des condamnations est assez stable. Oui, mais pas le chiffre des gens qui sont qui sont concernés, les bien connus des services. Parce que le chiffre des condamnations, c'est tous ceux qui, à la fin, n'ont pas réussi à échapper à la condamnation par l'alternative de l'alternative à l'alternative. Quand vous regardez le nombre de mineurs mis en cause et le taux de réponse pénale, vous prenez les chiffres statistiques du ministère de la Justice 2024, je vous les recommande, et vous découvrez que le taux de réponse pénale s'est effondré de 10 points, que le nombre est atteint aux alentours de 180 000, et surtout la gravité des faits est le problème majeur. Et je vous prends un exemple simple, factuel, mise en cause pour tentative d'attentat terroriste. Là, on n'est plus dans la rigolade.
Jean-Marie Villain, j'ai le souvenir de votre émotion quant à ce qui était arrivé à On m'a raillé pour ça d'ailleurs. Hein. Comment ? On m'a raillé pour ça. Ah bon ? Oui. On vous a écrit un article quelqu'un a voulu écrire un article dans le journal municipal en disant Jean-Marie, pourquoi tu pleures ? Vous imaginez un tout petit peu, c'est difficile d'être élu local. On a plein de difficultés. On se bat pour l'être, hein, mais on a des difficultés. Quand déjà des adultes imaginent d'abord que l'émotion que j'ai pu avoir, elle ait pu être feinte, c'est déjà l'horreur en soi. Mais moi, mon problème, c'est pas le mien. Ce qui est, je pense réellement que un des problèmes majeurs, c'est pour la justice qui rend la justice, mais qui la rend d'une manière extrêmement lente parce que les procédures sont extrêmement lentes. Et comment expliquer à un jeune de 13, 14 ans qui vient de commettre l'abominable qu'on ne s'occupe définitivement de son procès que 2, 3, 4, 5 ans. Mais juste, j'espère quand même que pendant toutes ces années, on va mettre sur lui maintenant, parce que la famille, elle morfle tout le temps. Hein. Elle continue, hein. Je l'ai reçue encore, la famille de Chemseddine, elle, c'est toute sa vie qu'elle va morfler. Donc, il faut quand même qu'on se dise qu'il faut agir vite. Est-ce que quelque chose a changé depuis la mort de Chemseddine? On se souvient notamment du Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, qui était venu faire des annonces pour un plan de réforme de la justice des mineurs. La dissolution est passée par là. La dissolution est passée par là. Il y a des annonces qui avaient été faites par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, qui vont très certainement dans le bon sens. J'ai entendu tout à l'heure Olivier Faure qui parlait de 17 ans et de choses comme ça. Là, en l'occurrence, d'abord, ils n'ont pas 17 ans. Ils ont 13, 14 ans. 13-14 ans, ça veut dire que là, il faut... Dans le cadre de l'affaire que vous évoquiez tout à l'heure. Ça veut dire que dans ce cadre-là, il faudrait réellement que tout de suite, on puisse avoir une réponse pénale forte, parce que quoi qu'on en dise, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait pu être leur parcours, et je peux reconnaître qu'ils aient pu avoir des parcours difficiles, que leur famille ait pu avoir des parcours difficiles, ça n'enlève en rien qu'à aucun moment, on a le droit d'enlever la vie pour un téléphone portable à coup de couteau. Et à 13-14 ans, ça veut dire que dès le départ, dans la famille, il y a des problèmes. Et qu'il faut agir au sein des familles. Vous parliez tout à l'heure, Axel Bauer parlait Axel Bauer, c'est un chanteur. Pardon. C'est Cargo de nuit. Là, c'est plutôt... Là, c'est la conquête de l'Ouest. C'est autre chose. Mais je veux dire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut impérativement avoir d'abord de la fermeté, de la rapidité, et puis surtout, réellement, responsabiliser les parents, parce que c'est eux qui doivent enseigner. Les parents, et comme on a un vrai problème en France réel de familles monoparentales, de jeunes femmes et de femmes qui s'occupent seules de leurs parents, dont les pères se désintéressent complètement et qui sont complètement déresponsabilisés, alors qu'elles ont déjà des difficultés pour s'occuper de leurs enfants, peut-être qu'il faudrait aussi aller vers ça. Et je vous donne la parole dans un instant, Alain Bauer, pour qu'on essaye de voir parmi ce qui est évoqué... excuses de minorité, comparution immédiate, ce qui peut apparaître comme de bonnes solutions ou peu de communication. Mais juste avant, Néla Latrousse, on voit bien comment ce drame, ce qui arrive à Elias, est en train de devenir un sujet politique pour le gouvernement. Le Premier ministre a réagi, François Bayrou. Il a évoqué un sentiment d'impunité. Bruno Retailleau se dit horrifié par cette violence gratuite. Et demain, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, réunit des procureurs pour donner, dit-il, des consignes de fermeté. Oui, pour leur transmettre une circulaire de procédure pénale, et donc pour leur transmettre des instructions, en somme des instructions collectives, puisque les individuels, ça n'existe plus, sur la façon d'adresser et de traiter ce type de sujet. Gérald Darmanin, si on se souvient, au moment de sa nomination, enfin lorsqu'il a été confirmé au ministère de l'Intérieur, on pressentait déjà qu'il y allait. Il s'était pris le bec, comme on dit, avec le ministre de la Justice de l'époque, Éric Dupond-Moretti, précisément sur ce sujet-là, de la violence des mineurs, avec un échange aigre-doux entre les deux autour de la thématique de l'ensauvagement de la société. L'un y croyait, l'autre pas. Voilà. Donc il était attendu au ministère de l'Intérieur sur ce sujet-là, et il l'est, si j'ose dire, d'autant plus au ministère de la Justice. Ce qui est désastreux pour le politique, pour le coup, c'est que si on déroule de l'affaire Youri, qui, elle, date de 2021, l'ensauvagement, on est à 2022, l'affaire Naël, 2023, c'est le moment où Éric Dupond-Moretti annonce une fermeté à l'égard de l'hyperviolence des mineurs.
vous évoquiez les familles monoparentales avec les pères qui se désintéressent du sort de leurs enfants. C'est là où avait été constaté notamment que lors des comparutions des mineurs impliqués dans des faits suite aux émeutes qui ont suivi la mort de Naël, les pères ne venaient pas. Donc il avait été question d'évoquer une caution solidaire en quelque sorte des pères. Avait été évoqué, était revenu pour le coup sur le devant de la scène la question des excuses de minorité, de la comparution immédiate ou non pour les moins de 16 ans. Gabriel Attal, un an plus tard, fait un déplacement à Nice où il évoque les internats pour les jeunes que l'on voit dériver. Nous sommes donc le 26 janvier 2025. Rien n'a vu le jour de tout ce qui a été annoncé. Alain Boer, c'est vrai qu'il y a la conséquence de l'instabilité politique, mais dans cette boîte à outils, qu'est-ce qui relève d'évidence ou de choses qui en réalité ne changeraient pas grand-chose? Dans tout ce qu'on a évoqué là, voilà, comparution immédiate, excuse de minorité... Alors d'abord, il faudrait que s'arrêter. L'excuse de minorité n'est pas une excuse de minorité, c'est une minoration de responsabilité. Je le dis parce qu'on a l'impression que l'excuse de minorité, ça veut dire donc rien. Ça n'est pas exact. En l'espèce, ça divise par deux la peine encourue. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça commence déjà par dire l'éducatif est plus important que le répressif. On n'est pas condamné à plus de la moitié de la peine auquel on aurait été si on était majeur. Et enfin, on est jugé par une juridiction spécialisée qui ne s'occupe que des mineurs. Et ça aboutit malgré tout à quelque chose, le code de justice pénale des mineurs, qui est venu remplacer, et pas renforcer, l'ordonnance de 45. En fait, on a un problème, c'est que depuis 45, on sait à peu près quel est le problème que nous devons traiter. Il passe par 3 piliers, c'est un peu comme la lutte contre les stupes. Vous savez, on a eu un débat sur le narcotrafic. On ne peut pas lutter contre le narcotrafic en ne s'occupant que des trafiquants et en considérant que les consommateurs ne sont que des délinquants. Parce que ça marche pas. La dimension sociale, elle est essentielle pour traiter des malades qui sont des addictés. Tu ne traites pas la troisième partie, tu ne traites pas le trafic, tu ne traites pas le narcotrafic. C'est simple. Et ben c'est la même chose avec les mineurs. Si tu ne traites pas de la prévention, et notamment de la prévention par le soutien familial, car une partie de ces parents, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le maire, ne sont pas des parents démissionnaires, ils ont été licenciés par leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils n'y obéissent plus, d'abord parce que les parents, ils sont obligés de traiter, comme vous le dites. Alors, je parle plutôt de foyers monoparentaux que de famille, parce que pour moi, une famille, c'est quand même un truc un peu plus collectif, pardon de passer pour un vieux conservateur limite réactionnaire par les temps qui courent. Mais enfin, le code de la famille est ainsi écrit que c'est dur de faire ça à un. Mais la question centrale aujourd'hui, elle est que tout le monde doit reprendre tout en même temps, parce que chaque fois qu'on prend un petit bout, y compris en posture, en déclamation, en déclaration, en affirmation qui ne se traduisent par rien, on perd la confiance de tous ceux qui attendent qu'il se passe quelque chose. Tous les éléments sont connus. Les experts, les criminologues, mes collègues, les parlementaires, les élus locaux savent tout ce qu'il faut faire. Personne ne se met d'accord pour le faire parce que tout le monde est en posture. Il n'y a pas eu de conférence de politique pénale en France depuis 1945. Nous ne nous sommes jamais réunis pour discuter proprement, hors le regard des médias, pardon de le dire, mais de temps en temps, ça aide de ne pas être immédiatement sous oui, mais il a dit ci, il a dit ça, pour nous mettre d'accord sur comment on gère la répression, la prévention et la dissuasion. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ouais. Alors, par exemple, par exemple, vous pouvez commencer par les comparutions immédiates. Vous pouvez commencer par renverser la réforme du code de justice pénale des mineurs qui a prévu une durée d'observation qui vise à ne pas répondre à la question qui vient de vous être posée. Vous avez dans le code de justice pénale des mineurs et dans l'article 122.8 du code pénal, si mes souvenirs sont bons, un élément qui s'appelle le discernement à l'âge, 13 ans. Nous, on a 13 ans, les Anglais ont 10 ans, d'autres ont 15 ans, 16 ans. À partir de 13 ans, on peut prendre des mesures qui prennent en compte l'éloignement, l'internement, la poursuite, y compris la mise en détention en fonction de la gravité des faits. Le discernement est un élément majeur. Jamais dans l'histoire moderne, les mineurs n'ont été aussi informés par les réseaux sociaux, mais jamais ils n'ont été aussi enfermés par les algorithmes dans une perte totale de prise en compte de la responsabilité. La plupart de ceux qui sont interpellés pour des actes extrêmement graves de violence physique ayant apporté la mort, les guet-apens, les agressions contre le copain de la sœur, contre quelqu'un qui a des mœurs qui ne correspondent pas à l'idée qu'ils se font eux-mêmes. Ce qui était arrivé on est bien d'accord. Eh bien, ils regardent et ils découvrent stupéfaits qu'ils ont fait un truc et que c'était pas bien, alors qu'ils sont persuadés qu'ils ont fait ce qu'il fallait parce que leur culture, leur morale. Ces éléments-là ont disparu. Les enseignants, mes collègues du secondaire, ont la trouille d'une partie des mineurs. Comment on les gère dans les écoles et les collèges? On les gère par l'exclusion. La
prime à l'emmerdeur, c'est de les mettre dehors. Ils sont récupérés chez monsieur le maire. Oui. Et nous ne savons pas les accompagner puisque nous n'avons plus aucun dispositif qui tienne la route. D'ailleurs, vous verrez que dans les projets budgétaires, la perte de crédit pour la partie sociale, accompagnement des mineurs, on peut les accompagner, association, oui, on peut. Nous, on les accompagne. Alors, Jean-Marie Villain. Mais en termes de budget, vous avez vu les coûts. Oui, bien sûr, mais les collégiens, par exemple, lorsqu'ils sont exclus, il y a des protocoles avec les collèges pour pouvoir les accompagner, les faire travailler entre guillemets, en tout cas accompagner dans différents services de la mairie. Mais ça coûte de l'argent quand même, ça c'est clair. Est-ce que, par exemple, Jean-Marie Villain, ce principe de pouvoir décider d'une comparution immédiate pour les mineurs, est-ce que ça, c'est quelque chose où vous dites, voilà, moi, dans mon ressenti d'élu de terrain, c'est quelque chose qui changerait la donne? Parce que c'est vrai, et Alain Bauer le rappelait, il y a cette idée d'une forme de dissociation. Dans un premier temps, on dit, vous êtes coupable, et 6 mois, un an plus tard, voire plus long, beaucoup la plus peine. longtemps. Beaucoup plus longtemps. Comment, alors, quand bien même c'est des jeunes qui seraient plus matures qu'on pouvait l'être il y a encore 20 ou 30 ans, ça n'enlève rien que quand on a 13 ans, qu'on commet quelque chose d'aussi abominable, il faut que la réponse soit immédiate. Il faut qu'ils puissent mesurer la gravité. Parce que là, la violence, elle est démesurée. On n'est plus dans une bagarre de rue. On est dans de l'assassinat, des coups de couteau, des coups de barre de fer, à coups de marteau, on tape sur eux. C'est incompréhensible et inadmissible. Donc il faut impérativement que ça soit rapide. Alors c'est vrai que les enquêtes parfois sont un peu compliquées, donc on peut pas demander non plus une justice expéditive. Il faut aussi relativiser, et je veux relativiser mes propos. Cela n'enlève rien. Il faut vraiment y faire attention. Je pense que les mesures d'éloignement peuvent être une bonne solution. Les mesures d'internement, parce qu'on parle de prison, mais pour des jeunes, on pourrait trouver des solutions alternatives à les remettre à Fleury-Mérogis ou en quartier de haute sécurité. Il y a peut-être d'autres solutions, mais d'internement dans des écoles, dans des pensions peut-être un peu sévères ou peut-être beaucoup sévères pour pouvoir leur remettre un petit peu dans le droit chemin. Et là, Latrousse, je rebondis sur ce que me disait tout à l'heure Olivier Faure, qui était à votre place, Alain Bauer, et qui, quand je l'interrogeais sur ce qui était arrivé au jeune Elias, première chose qu'il me dit, c'est oui, les budgets de l'aide sociale à l'enfance ont diminué. Est-ce qu'on peut envisager au Parlement un consensus émergé sur cette question évoquée de la justice des mineurs quand le premier secrétaire du Parti socialiste, celui dont dépend le sort du gouvernement François Bayrou, dit il n'y a pas vraiment de sujet sur la justice, c'est les budgets de l'aide sociale à l'enfance. En réalité, les constats là, ils sont faits par des élus de terrain, des spécialistes. Vu l'Assemblée et vu les équilibres, on va rester dans une forme d'inaction. Je vous fais une réponse en deux temps. Sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, un certain nombre de spécialistes, mais M. Bauer me reprendra peut-être, notent que parmi les profils que l'on retrouve régulièrement, parmi les jeunes violents, impliqués dans des rixes, connus défavorablement des services de police, etc., se trouvent précisément des jeunes qui sont censés être pris en charge. Donc la gauche se rabat sur ce constat-là dès lors que la question de la violence des jeunes est évoquée. Ensuite, quand vous me dites la composition de l'Assemblée nationale, mais je vous fais une réponse très précise, il y a un texte qui a été déposé. Je disais dans mon propos liminaire, oui, rien ne s'est passé depuis. En réalité, il y a un texte qui a été déposé à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portée par Gabriel Attal et un certain nombre de signataires de son groupe, qui a été examiné en novembre dernier en commission des lois, qui doit passer, demain d'ailleurs, à l'Assemblée. À l'Assemblée, les débats commencent demain, puisque Gérald Darmanin a accéléré la lecture de cette loi avant le drame, hélas, survenu il y a quelques heures. Et donc ce texte va être examiné. Mais sauf que le texte, tel qu'il a été réécrit en commission des lois, il n'y a plus les éléments clés que l'on vient d'évoquer. La responsabilité civile solidaire pour les parents, le principe de tu casses, tu répares, supprimé en commission des lois. Le principe de la comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans. Rejeté par la Commission, ça n'existe plus dans le texte. Facilitation des dérogations aux règles d'atténuation des peines, ce qu'on appelle l'excuse de minorité. En gros, ce que voulait faire Gabriel Attal, c'était de dire le juge n'a plus besoin de détailler autant que par le passé. Je vulgarise, Monsieur Bauer, hein, vous me corrigez si dans ma vulgarisation j'oublie des éléments clés. En gros, il dit on va faciliter quand même le travail des juges s'ils doivent déroger à cette fameuse excuse de minorité. Supprimée aussi en commission des lois. Donc la réalité aujourd'hui, elle est effectivement mathématique à l'Assemblée nationale. On verra ce qui se passe en séance publique, où il y a un peu plus de monde qu'en commission et où les débats peuvent être par moments un peu plus étonnants et un peu plus nourris. Mais pour l'instant, le texte tel qu'il a été présenté avec ces éléments que vous évoquez, qu'évoque M. Bauer, pour régler la question de la surviolence des jeunes, le compte n'y est plus. Le texte a été en quelque sorte vidé de son contenu.
Alain Bauer, vous qui êtes un observateur avisé des débats publics, politiques, vous écrivez sur la question de l'insécurité, sur la question de l'immigration. Je rappelle votre livre, La conquête de l'Ouest aux éditions Fayard. Au fond, il y a les tweets, il y a parfois les coups de menton des ministres qui veulent montrer que face à la question de l'insécurité, ils seront les mieux-disants. Jusqu'à la prochaine élection présidentielle, tout cela risque d'être gelé. Non, mais que les ministres fassent de la communication politique, ça fait partie de leur métier. On va certainement pas le reprocher. Ils ont si c'est que ça, voilà. c'est problématique. Et le problème, c'est que c'est le que ça. Parce que, vous l'avez vu sur le narcotrafic, tout d'un coup, la vérité s'impose. Tous ceux qui expliquent que ça n'existe pas disent « Oh mon Dieu, c'est terrible, c'est pire ». C'est le processus français, c'est négation, minoration, éjection en politique. En français courant, 1, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous inventez tout. 2, c'est pas grave. En tout cas, c'est beaucoup moins grave que ce que vous dites. Et 3, c'est pas de ma faute. C'est quelqu'un d'autre, en général l'État, un impersonnel collectif lointain, à qui on peut faire porter tous les maux, parce que personne n'assume sa responsabilité politique de la décision politique. Et puis, tout d'un coup, le réel s'impose, brutalement, en ayant perdu des dizaines d'années. Je lis dans un grand journal du soir, qui paraît maintenant le matin, des articles sur le narcotrafic. Je me dis, ils ont lu ce que nous, on écrivait il y a 15, 20 ou 30 ans sur la question de si on ne le traite pas aujourd'hui, il nous submergera. C'est fait, il nous a submergés. Mais il découvre le soleil, il découvre la lune, parce qu'ils ne travaillent pas. Parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler. Parce que les instruments de travail... Moi, on m'appelle régulièrement à venir à des commissions d'enquête. Après, on m'explique qu'un truc qui devait merder a merdé. Je constate qu'il a merdé et tout le monde dit « Ah, il est formidable, il a bien dit que ça avait merdé. » Parfois, si je puis me permettre, Alain Bauer, vous dites aussi que des choses vont, entre guillemets, merder et elles merdent moins que ce que vous craignez. Oui, 1,4 milliard plus cher, dont j'assume donc désormais la copaternité pour le budget public, cher Benjamin Duhamel, puisque vous avez pu constater que le surcoût sécuritaire de ce qui devait merder... Parler de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui, hein, voilà. 1,4 milliard, je suis d'accord, ça a beaucoup moins merdé que ce que j'avais prévu, et heureusement d'ailleurs. Mais le débat, il est celui-là. Avant, on travaille très peu sur le consensus qui pourrait permettre de... Ce qu'a fait la commission du Sénat sur le narcotrafic est remarquable en termes de travail commun, d'élargissement des positions majoritaires, etc. Ce que pourrait faire, si l'Assemblée et le Sénat, si par ailleurs des parlementaires, mais écoutez, mais faites le travail avant. Mettez aujourd'hui autour de la table tous ceux travailleurs sociaux, opérateurs de terrain, élus locaux, collègues criminologues. Vous avez Madame Brugère aujourd'hui, qui très justement, magistrate, et qui intervient aussi au Conservatoire des Arts et Métiers comme enseignante, explique pourquoi les courtes peines, très courtes et très rapides, c'est très utile. Oui, c'est très court, c'est très rapide et c'est très utile. Et ça n'est nulle part dans les textes. Merci beaucoup Alain Bauer, Jean-Marie Villain et Néla Latrouche. Je rappelle votre livre, donc, La conquête de l'Ouest, la vérité sur l'immigration, aux éditions Fayard, chose vue. Merci, messieurs, madame, d'être venus nous voir dans C'est pas tous les jours dimanche.